Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue sur le Jacques Roger. Bienvenue sur Analyse politique avec Sister Sarah. C'est avec un grand plaisir que nous nous retrouvons encore ce soir pour parler de la Côte d'Ivoire. Je voudrais dire à tous nos frères et sœurs de la sous-région d'être patients avec nous. Bientôt, nous aborderons aussi d'autres pays parce que n'oubliez pas que nous avons le Mali, nous avons le Burkina Faso, nous avons le Niger, nous avons le Tchad qui vient d'avoir un nouveau président, nous avons des militaires au pouvoir un peu autour de nous. Donc, ce sont des sujets d'actualité, nous allons prendre le temps d'en parler. Donc, soyez patients. Mais ce soir, nous retournons encore en Côte d'Ivoire où nous voulons parler de la présidentielle de 2025. Nous voulons parler de la candidature du président Alassane Ouattara, les enjeux de cette candidature. Nous avons le meeting du RHDP qui s'est passé à Korogo, donc au stade Amadou Gon Coulibaly. Et il y a eu des choses assez étonnantes qui se sont passées à ce meeting, puisque à un moment donné, on a fait sortir la Coupe d'Afrique, qu'on a fait promener dans le stade. On ne sait pas trop si c'est le petit fétiche du RHDP, si cette coupe a un sens particulier. Est-ce parce que on a gagné la coupe, donc la coupe a porté chance à M. Ouattara, donc il faut la sortir. Ou bien alors est-ce qu'on pense que cette coupe-là permettra à M. Ouattara à chaque fois d'apaiser ou bien de museler les Ivoiriens, hein? Donc ce sera un peu comme le petit juju qu'on sort, le petit fétiche, le petit épouvantail qu'on fait sortir, le petit gagamou qu'on sort, pour dire aux Ivoiriens, écoutez, n'oubliez pas, je vous ai donné une coupe, donc vous devez me supporter. Alors, est-ce qu'on doit s'attendre à voir encore cette Coupe d'Afrique se promener dans les urnes pendant les élections présidentielles de 2025? Ce sont des questions auxquelles nous prendrons le temps de donner quelques réponses selon nos perspectives. Voilà. Selon nos perspectives. Donc, c'est important pour nous d'en parler. N'en déplaise à ceux qui pensent que tout est parfait en Côte d'Ivoire. Nous pensons que la démocratie doit exister en Côte d'Ivoire et à présent, nous ne la voyons pas, cette démocratie. Tout ce que nous voyons, ce sont des comportements qui frisent un peu un royaume, qui donne l'impression qu'on a affaire à un suzerain ou bien à un chef de village qui domine sur tout le village et puis sans contestation, peut-être même un empereur, comme ça a été le souhait du président Ouattara lui-même. Il aurait aimé être empereur, donc on ne sait pas si c'est ça qui est en train de se produire sous nos yeux. Alors, nous avons aussi la question de savoir si le RHDP a déjà démarré sa campagne. Bon, certains parlent de pré-campagne. Il y en a qui disent que le RDR ou le RHDP a déjà commencé sa pré-campagne. Il faut donc que les opposants soient prêts parce que le RHDP est déjà en campagne. Mais nous croyons qu'ils sont allés au nord pour dire au président Ouattara qu'ils veulent qu'il soit candidat. Donc, une petite mascarade politique pour dire aux Ivoiriens qu'en fait, le président Ouattara est fatigué, il ne veut plus être chef d'État. Mais bon, la population le réclame. On l'a vu avec les blogueurs qui sont devenus tous silencieux depuis la CAN parce qu'ils ont reçu tous de grosses enveloppes et qui, bon, dès qu'ils reçoivent des factures faramineuses comme les pauvres Ivoiriens qui ne gagnent rien dans le mois, qui n'ont pas assez d'argent pour couvrir leurs frais d'existence journalière, ils commencent à crier au scandale alors qu'ils étaient là tout le temps où les populations se plaignaient. Et ça ne les a pas dérangés.
On a vu qu'on a déjà donné à certains blogueurs le feu vert pour dire « Ah, Monsieur le Président, c'est toi que nous voulons, tu as remporté la coupe, tu nous as donné le beau stade, tu as fait qu'on nous respecte en Afrique, etc., etc. » Est-ce que ça, c'est un argument valable puisque le président Houphouët-Boigny avait fait plus que ça quand il était vivant avec les moyens qu'il avait? Mais il a fallu un jour que le président Houphouët tire sa révérence. Donc, on va en parler. Alors, pour ceux qui prennent note, prenez bien note parce que ce sont des questions très, très importantes. Voilà. Nous allons parler du fameux 4e mandat. Vous savez que quand le président Ouattara a voulu se présenter en 2020, il a dit à tout le monde qu'il se présente à cause d'un concours de circonstances parce que le candidat qu'il avait choisi, préparé pour le remplacer, venait de décéder. Donc, il se sentait obligé donc de devenir le candidat de son parti puisqu'ils n'ont pas eu assez de temps pour préparer quelqu'un de nouveau. Donc, ça a été compris, les gens ont laissé passer et le président Ouattara est donc devenu le président dans le 3e mandat. Alors, aujourd'hui, nous parlons de 4e mandat en 2025. Alors, nous posons la question de qui est mort, en fait, au RHDP, qui a été préparé pour 2025 et qui est décédé encore pour que M. Ouattara, le président Ouattara, soit obligé de se présenter. Et puis, qu'est-ce que cela va apporter à la Côte d'Ivoire encore que le président Ouattara se présente? Et puis, est-ce que c'est à son honneur de venir mourir au pouvoir? Parce que nous croyons que quand on a déjà 83 ans et qu'on va pour 5 autres années, on aura 88 ans. Et dans les 5 années prochaines qui arrivent, le président Ouattara peut être rappelé à Dieu. On ne le souhaite pas, hein, mais nous sommes tous des humains et nous passerons par là. Et lui encore, parce qu'il a l'âge de se reposer. Celui qui baille la peut-il se mettre en mute, s'il vous plaît, merci. Voilà. Donc, ce sont des points très importants dont nous allons parler. Alors, il y a aussi le problème des fraudes en Côte d'Ivoire. Vous avez tous vu dans les médias sociaux ce scandale. Pour moi, c'est pas un scandale. D'ailleurs, ce n'est pas un scandale pour les Ivoiriens parce que c'est quelque chose qui se produit depuis des années. Alors, dans le rapport qu'on nous a donné, on nous a parlé de principalement 2 années avec 3 concours. Donc, en 2021, il y a eu 258 admis, parmi lesquels ils ont détecté 28 fraudeurs. En 2022, il y a eu 259 dans la première vague, et cette première vague-là avait 48 fraudeurs. Et dans la deuxième vague, en 2022 encore, avec 16 candidats, il y a eu 11 qui sont des fraudeurs. Donc, vous voyez que le pourcentage monte. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour arrêter cela? Quel est le système qui est mis en place pour les concours? Est-ce qu'il marche? Est-ce que ce système-là n'est pas défaillant? Mais au-delà du système, il y a aussi le fait que parmi ces personnes-là qui sont concernées par ces cas de fraude, il y a ce qu'on appelle les vainqueurs de guerre, donc ceux qui ont été intégrés par le président Ouattara sur décret présidentiel en 2011, 2012. Si vous vous rappelez, on a fait entrer beaucoup des militaires, des rebelles, appelons-les par leur nom, des jeunes rebelles qui sont venus aider les rebelles à prendre le pouvoir. Pour le président Ouattara, on leur avait promis qu'ils seraient incorporés. Et donc, il y en a qui sont entrés dans la police. On en a ri en Côte d'Ivoire, mais c'est une triste réalité où des gens sont commissaires sans comprendre le français, où des gens étaient devenus des chefs, des responsables à la douane ou des agents de douane sans savoir lire ni écrire. Et bon, aujourd'hui, ils se retrouvent coincés devant le passage au grade supérieur et ils ont besoin de passer. Et malheureusement, ils font recours à la fraude. Voilà. Donc ça, ce sont aussi encore des conséquences qui ont été créées par les actions du gouvernement. Donc, il faut que le gouvernement prenne des mesures assez spéciales. D'ailleurs, le syndicat de ces personnes qui ont été arrêtées pour cette fois-ci, qui sont mises en cause, disent que
ils sont dans ce corps de la douane depuis des années, depuis 2011, ça fait beaucoup d'années. Et aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on les inquiète aujourd'hui? Et puis pourquoi pas tout le monde? Parce qu'il y en a qui disent que il y en a qui n'ont pas été inquiétés, d'autres disent qu'ils sont inquiétés parce qu'ils sont dans le syndicat. Alors on ne sait pas ce que réclame ce syndicat et on ne sait pas pourquoi ceux-ci ont été arrêtés et ceux-là n'ont pas été arrêtés. Alors ça pose le gros problème aussi de la corruption en Côte d'Ivoire. Vous le savez tous très bien, en Côte d'Ivoire, avec la corruption. Donc il y a un journaliste qui est paru sur NCI qui nous a dit comme ça que ces personnes-là donc se plaignent. Voilà. Parce qu'elles ont été incorporées à partir des accords de Ouagadougou. Voilà. Donc, si elles ont été nommées par le chef de l'État, c'est tout à fait normal que ces personnes-là ne sachent pas de quoi on parle. Elles ne peuvent pas s'asseoir pour écrire un devoir de je ne sais quoi dans un concours professionnel, puisque ce ne sont pas des personnes qui sont allées à l'école pour devenir des agents de douane, des inspecteurs ou nommez-les. Moi, je ne sais pas quels sont leurs postes, mais c'est ça la Côte d'Ivoire de 2024. Alors, ce soir, nous allons décortiquer tous ces sujets et je voudrais dire bonsoir à mes collaborateurs s'ils sont déjà avec moi. Voilà, Monsieur Adjei, bonsoir, vous êtes là? Bonsoir, Sister Sarah, toujours présent par la grâce de Dieu. Amen. Quand on a le souffle de vie, on est là. Amen, voilà, c'est très bien. Merci, on est là pour notre pays. On est là parce qu'on ne veut pas que ça continue comme ça y est. On est là parce qu'on veut que la Côte d'Ivoire change et que les Ivoiriens puissent jouir de leur pays, que les Ivoiriens puissent vraiment profiter de leur pays. La Côte d'Ivoire a tous les atouts pour être un pays développé. On a tout ce qu'il faut pour lutter contre la corruption, mais on a l'impression que quelque part c'est voulu. Voilà, on laisse aller, on laisse faire, et puis c'est un problème. Je ne sais pas si M. Kwasi Dunga nous a rejoint. Oui, je suis là, Master. Voilà, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur Adjei. Bonsoir, commandant Jean. Bonsoir, à tous les auditeurs et auditrices aussi. Merci. Voilà. Bonsoir à tous nos auditeurs, effectivement. Les auditeurs qui sont très fidèles, qui sont présents, ils nous supportent, ils nous soutiennent et nous apprécions votre présence. Alors, nous allons tout de suite commencer notre émission de ce soir et nous allons parler de la candidature de M. Ouattara. Quels sont les enjeux d'une telle candidature en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Pourquoi M. Ouattara veut-il et où doit-il être candidat en Côte d'Ivoire pour 2025? Monsieur Adjei. Merci, Sister Sarah. Alors, enjeu de la candidature de M. Ouattara, moi, d'abord, je dirais c'est une candidature de trop. C'est un. De deux, vous voyez, Sister Sarah, nous voulons construire un état de droit. Mais l'état de droit commence où? Ça commence par le respect des textes que nous nous donnons. Je me rappelle à la Maison-Blanche, lorsque Obama avait fini son deuxième mandat, il a dit, I'm still young, I like my job, and if I run, I can win, but I can't, because the Constitution says I cannot. C'est ça là. Voilà ce qu'on appelle un pays de droit. Quand la loi est là, personne n'est au-dessus d'elle. Tout le monde l'applique, tout le monde la respecte. La Constitution dit aux États-Unis, c'est 2 mandats. Terminé. Tu n'es pas le seul beau garçon dans le pays. Tu vas faire autre chose, les autres vont prendre ta place. Et c'est ce genre d'État que nous voulons construire, surtout nous les défenseurs des droits de l'homme. C'est ce que nous voulons construire. Mais je ne sais pas, ces individus-là, si ils ont, comment on appelle ça, s'ils savent ce que c'est qu'un état de droit, ou bien ils veulent avoir un pays où on ne respecte pas les lois, on marche sur les lois, c'est un pays de vagabondage, où tout le monde a sa vie risquée. Parce que dès lors où on ne respecte pas les lois, mais vous êtes en danger. Alors, un 4e mandat, c'est pour faire quoi?
c'est pour toujours narguer les Ivoiriens, tuer les Ivoiriens, pour voler, piller, parce que Macron, la France ne veut pas lâcher la Côte d'Ivoire. Sinon, ça n'a aucun sens. D'abord, il est en train de faire un troisième mandat illégal et anticonstitutionnel, au cours duquel on a coupé tête des gens, on a joué ballon avec un pays sauvage. C'est ça là. Je le dis et j'assume mes propos. Un tel pays où on coupe la tête d'un être humain et qu'on joue ballon avec, ce pays-là, ces gens, ça sont maudits. Ça, j'ai peur que, vraiment, j'ai vraiment peur quand je vois cette image-là. Est-ce que ce pays est normal? Mais bref, je ne vais pas monopoliser la parole, mais si c'est ça, c'est pour dire que ces gens-là veulent un pays vagabond. Un pays de papouillage. Donc, quels sont les enjeux, pour vous, quels sont les enjeux de la candidature du président Ouattara? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça va apporter à la Côte d'Ivoire en 2025? C'est la guerre. C'est la guerre parce que les Ivoiriens aiment leur constitution. Ils ne vont jamais accepter qu'on la viole. Vous avez vu en 2020 où la constitution a été violée, vous avez vu ce qui s'est passé. On a coupé tête des gens, c'est de ça que je parle là. Quand la constitution est violée, les droits de l'homme sont violés. Ça, c'est dans notre adage. Le non-respect des lois et des textes engendre des violations de droits de l'homme. Je m'arrête là. D'accord. Alors, M. Kwasi Nungan, rebonsoir. Pourquoi M. Ouattara doit-il être candidat ou veut-il être candidat en 2025, selon vous? Merci. La question est bien posée. Je ne comprends pas une chose. Tous ces tintamarres qu'ils sont en train de faire, vous avez posé la question. Est-ce que M. Dramane Ouattara dit qu'il ne veut pas être candidat? Depuis l'an passé, vers la fin de l'année, ils ont commencé déjà, c'est même pas cette année, ils ont commencé déjà à poser, des mouvements pour demander M. Dramane Ouattara de se présenter. Mais moi, je ne comprends pas. À quelle occasion M. Dramane Ouattara a dit que lui ne veut plus être président? Ils nous ont dit qu'ils sont là. Tout est bouclé, cimenté, ils sont là jusqu'en 2050. Subitement, on vient nous dire que M. Dramane Ouattara n'a qu'à faire un 4e mandat. Mais qui l'empêche réellement entre nous? Qui empêche Dramane Ouattara de faire un 4e mandat? Ils nous ont dit que en 2020, ils nous ont dit que la Constitution a menti. Que M. Dramane Ouattara fait un 3e, c'est la 3e République. Il fait le premier mandat de la 3e République. Et comme la Constitution mentionne 2 mandats, donc il peut faire un 4e. Je ne vois même pas d'où ça en fait, ils appellent le 4e mandat. Ils disent que c'est le 2e mandat de la 3e République. So où est le problème? Dramane Ouattara a dit qu'il ne se présente plus. Pourquoi tout ce tintamarre-là? Dramane Ouattara a dit qu'il ne se présente plus. Au fait, on veut violer la conscience ivoirienne. On veut violer la conscience ivoirienne. Parce que M. Dramane, en 2020, a fait un mandat, a été un candidat illégal. Il faut être clair là-dessus. Il a été un candidat illégal, n'eût été, et je le dis pour la 3e fois, n'eût été des taupes dans l'opposition ivoirienne, il allait être très difficile de M. Dramane Ouattara d'être confirmé président. Parce qu'au sein, vous savez qu'il y a eu une CNT qui a été mise en place. Et la CNT faisait bonne campagne, faisait bonne présence. Malheureusement, autour de la CNT, le représentant de la CNT autour de lui, tout le monde était des taupes. Monsieur Dikawé, monsieur, tous ceux-là, Dikawé, tous les groupes, avec
Mabry-Toikeuse, avec Afin Guessan, avec, comment ça s'appelle, Amont. Tout cela c'était des taupes. Et il y a ça, vous oubliez ceux qui étaient cachés là. Tout ce qui décidaient avec le président le soir, ils allaient tous raconter au président. Voici ce qui a échoué. Sinon, ça n'allait pas échouer comme, comme ça s'est passé. Maintenant, aujourd'hui, Draman Ouattara, on fait une campagne partout dans le Côte d'Ivoire, il n'a qu'à se présenter. Dites-nous, depuis quand Draman Ouattara a dit qu'il ne se présente plus. Donc, ce sont des excuses qu'ils prennent, mais ils sont en campagne, ce n'est pas une pré-campagne, ils sont en pleine campagne. Ils sont en pleine campagne pour les élections 2024 et vous allez voir en avril 2025, c'est-à-dire dans un an, en avril 2025 ou bien en mars 2025, M. Draman Ouattara va venir dire « J'ai accepté votre doléance, je suis candidat devant le Sénat ivoirien. » Et puis c'est tout. Mais pourquoi ils font tout ça là? Ils savent que ils savent que quand tu n'as jamais gouverné, on pense que tu serais un bon président. Quand tu n'as jamais gouverné, on pense que tu serais un bon président à partir de tout ce que tu dis, même des mensonges. Même des mensonges. Mais quand une fois tu as gouverné là, ça laisse des traces. Aujourd'hui, les traces de Draman Ouattara, contrairement ou bien parallèlement à ce qu'on nous fait croire à un développement qui n'en est pas, parce que le développement, ce n'est pas les infrastructures routières et ponts. Ce n'est pas ça le développement. Le développement humain d'abord. Demandez aux Européens comment ils se sont développés. Demandez aux Américains comment ils se sont développés. Demandez aux Japonais comment ils se sont développés. Le développement, c'est d'abord le développement humain. Or, aujourd'hui, l'indice de développement humain en Côte d'Ivoire, nous sommes les derniers. Nous sommes les derniers. Nous sommes dans les derniers là-bas. Dans le monde entier. Donc, tout ce qui est là, vous voyez, aujourd'hui, c'est comme de la plâtre qu'on met sur le mur pour cacher les remue du mur. Quand Draman Ouattara va quitter là, c'est là que vous allez entendre la vérité. Aujourd'hui, on nous cache. Donc, pour vous, il est déjà candidat. Il est déjà candidat. Ne nous trompons pas, il est déjà candidat. S'il est candidat, qu'est-ce que cela va apporter à la Côte d'Ivoire en fait? Voilà la question. Rien de nouveau, c'est toujours quels sont les enjeux, le gouvernement de Draman. Oui, le gouvernement de Draman, c'est ce que en politique on appelle des plutocrates. Des plutocrates. Ce sont des voleurs impénitents. Ce sont des voleurs. Il n'y a pas un gouvernement en Côte d'Ivoire où il y a le gouvernement, où les membres du gouvernement ont volé plus que le gouvernement de Draman Ouattara. Partout, ils ont volé. Ils ont volé plus que n'importe quel, gouvernement depuis 1958. Donc, c'est pour eux. Ils ont eu un peuple docile. Ils ont eu un peuple docile qu'ils peuvent manipuler et voler sur ce peuple-là, s'enrichir, enrichir leur clan, enrichir, leur région, c'est tout. Et il n'y a rien, absolument rien. Il faut perpétuer leur, un gouvernant, des membres d'un gouvernement qui vient dire devant le peuple que nous, on est là pour 50 ans, qu'on a tout bouclé, géré, cadenassé, cimenté. Ça, ce n'est pas un gouvernement démocrate. En affirmant ça, ça veut dire que vous êtes antidémocrate. Comment est-ce que vous allez vous maintenir au pouvoir pendant 50 ans? C'est ce que nous voyons là. C'est ce que nous voyons là. À Korogo, regardez la déclaration du petit frère de Draman Ouattara. Regardez sa déclaration. Eux, ils vont empêcher toute personne qui veut freiner le développement. Mets ça à côté, on va discuter de ça. Donc, ma soeur, pour finir, c'est pour te dire que ce sont des gens qui ont eu un peuple docile,
Ce sont des gens qui ont un peuple de moutons, parce que quand ils parlent aux Ivoiriens, ils pensent que tout le monde est mouton. Donc, ils font ce qu'ils veulent. Ils s'en foutent. Dramane Ouattara ne gouverne pas la Côte d'Ivoire pour les Ivoiriens. Il gouverne la Côte d'Ivoire pour son clan et majoritairement les gens de sa région. C'est tout. C'est simple. D'accord. Merci, M. Dougan. Alors, c'est vrai que vous avez parlé de M. Ouattara qui, déjà, on sentait déjà qu'il voulait être candidat. Alors, la question que moi je voulais poser, c'est le culte de la personnalité. Voilà. Quel est le danger de cette pratique-là dans un pays? Parce que vous savez, aujourd'hui, tout le monde encense le président Ouattara. Il est devenu un peu un demi-dieu pour ses supporters. Je pense que c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, ils veulent qu'il soit toujours là, puisque on ne peut pas changer Dieu. Dieu, il est toujours parfait, il fait toujours bien. Alors, ce culte de la personnalité-là, qu'est-ce que ça va entraîner en Côte d'Ivoire si on ne fait pas attention? Si on ne prête pas attention à ce culte de la personnalité qui est déjà en marche en Côte d'Ivoire pour le président Ouattara. Monsieur Adjei? Oui, c'est ça, Sarah. Vous savez, chaque peuple a sa culture. Je prends par exemple, au Burkina, il y a le Moro Naba. Moro Naba qui est aussi un gouvernant. Il gouverne. Mais autour de lui, en tout cas, on l'adore presque. Quand le Moro Naba a parlé, tout le monde doit ramper. Ça, c'est leur culture. Chez nous, c'est vrai, on a plusieurs ethnies, mais Oufo-Boigny a privilégié l'éducation occidentale. Il nous a mis à l'école. Et en dehors de nos ethnies, nous avons adopté une autre culture où, en tout cas, il faut marcher selon la loi. Donc, ça fait que c'est difficile de faire la culture de la personnalité parce qu'il y a les lois. Il y a les constitutions, il y a les règlements intérieurs et autres. Donc, on est obligé de les appliquer, surtout dans le monde des hommes. Pour qu'il y ait une certaine harmonie, une certaine cohérence, il faut respecter les lois. C'est dans la forêt que les animaux vivent comme ça en désordre. Quand le lion a faim, il s'en va, il poursuit, il prend, il mange. Donc, c'est un peu difficile. Dans certaines cultures, la culte de la personnalité ne peut pas s'appliquer chez d'autres qui ont une certaine culture, une autre culture. Donc, c'est un grand danger pour un peuple comme le peuple de Côte d'Ivoire. Ailleurs, ça peut marcher, mais chez nous, ça ne peut pas marcher. C'est pourquoi je leur suggère toujours, s'ils veulent pratiquer ce qu'ils pratiquent là, le non-respect des lois, tout le culte de la personnalité, il faut que leurs alliés européens leur trouvent une île pour qu'ils aillent s'installer là-bas et puis faire les 4 mandats, 10 mandats, 20 mandats. Quand c'est entre eux, ils vont se taper le dos, ils vont bien vivre. Mais chez nous, là, ça va être difficile pour eux. Ça va toujours créer la guerre. Ça va créer, parce qu'à un moment donné, les gens seront obligés de se révolter. Puisque c'est du nouveau chez nous. Donc voilà un peu, c'est un grand danger pour un peuple un peu éclairé comme le peuple de Côte d'Ivoire. De Côte d'Ivoire. Voilà. Oui, merci, M. Adjei. Alors, M. Kwasi Dunga, je sais que vous avez beaucoup de choses à dire. M. Adjei, vous êtes sûr que ce peuple est vraiment éclairé? Bon, il y a beaucoup qui sont aveugles, il y a beaucoup qui ne sont pas éclairés, mais je parle la plupart, en tout cas dans la majorité. Merci pour ton compliment. Sinon, ceux qui sont au pouvoir, ils ne nous considèrent pas comme des hommes éclairés. Hein? Oui, mais ils parlent comme ils veulent. En Côte d'Ivoire, vous savez, en Côte d'Ivoire, nous avons 2 groupes aujourd'hui. Nous avons ceux qui disent qu'ils sont des moutons. Donc, si on regarde un peu à la physiologie, au mental et aux actions du mouton, eux, ils sont à part. Ici, M. Ouattara, ils disent qu'ils sont des moutons. Donc, ils ne posent pas de questions polémiques. Ils ne font pas de réflexions contradictoires. Tout ce que M. Ouattara dit est vrai. Donc, M. Adjei a raison de dire que nous sommes des personnes éclairées parce qu'il y a un autre groupe qui n'avale pas tout ce qu'on lui donne. Et c'est de ceux-là qu'il parle certainement. Vous ne pensez pas? Des gens comme vous, je peux accepter, des gens comme vous et moi. Hein? Allez-y, M. Dunga.
Oui, qu'est-ce que vous avez posé comme question? Oui, la question, c'était le culte de la personnalité. Oui, avec le culte de la personnalité. Le danger dans un oui. pays. Oui, vous savez, en Afrique, nous sommes encore très en retard sur la politique. Nous sommes très en retard. Parce que ceux-mêmes qui sont allés à l'école des Blancs, ceux-mêmes qui sont allés étudier en Europe avec des gros diplômes, quel que soit, ils se comportent comme dans une bassette telle que même nos parents paysans qui sont restés au village réfléchissent mieux qu'eux. Lorsque M. Dramane Ouattara devient Premier ministre, le culte a commencé autour de lui. Et ceux qui ont commencé ça, ce ne sont même pas des analphabètes, hein. Ce sont les grands diplômés d'université qui ont commencé ce culte de la personnalité au M. Dramane Ouattara. Et ils ont sillonné, tous ces intellectuels ont sillonné les villages du Nord pour M. Dramane Ouattara. Parce que vous êtes au village, vous n'avez pas été à l'école. Et puis un de vos fils qui est parti à l'université en Europe ou bien qui a fait l'université vient pour vous parler. Qu'est-ce que vous avez à dire dedans? Vous pensez que vous n'êtes rien devant lui. C'est ce qui se passe en Afrique. Quand les intellectuels sont là, qui sont en train de parler, on pense que nous n'avons plus la raison éclairée et que c'est eux qui détiennent le pouvoir de la raison éclairée. Donc les gens les suivent. Même si ce n'est pas vrai. Les gens disent, eux sont allés à l'école des Blancs, nous on est restés ici, on ne voit rien, on est dans le noir, ce qu'ils ont dit là, c'est ça. Et puis ça s'en va. Ils sont allés encore dans les mosquées pour attiser, comment ça s'appelle, cette haine et le culte de la personnalité de M. Dramane Ouattara. Je vais vous dire une chose. Lorsque M. Ben Soumaoro était avec Dramane Ouattara, Ben Soumaoro a dit « Celui qui ne suit pas Dramane Ouattara est un imbécile. » Ah oui, peut-être que c'est la première fois que vous entendez ça. Mais Ben Soumaoro a dit ça. Il a fallu qu'il y ait une intercation entre lui et Dramane Ouattara, que Dramane Ouattara allait gifler. C'est là qu'il a quitté Dramane Ouattara. Il a très mal regretté cela. Qui a regretté? Ben Soumaoro. Mais le mal est déjà fait. Et le mal dommage. avait déjà pris des proportions très étalées. Le mal est déjà fait. Les villages du Nord, les mosquées, tout était embrasé. Monsieur Dramane Ouattara, le sauveur du monde. Vous avez entendu ce que, pendant la crise post-électorale, ce que Alpha Blondy a dit. Alpha Blondy a dit, Baoulé a gouverné la Côte d'Ivoire pendant 40 ans. Yacouba a gouverné. BT a gouverné. C'est leur tour. Que démocratie là. On n'a qu'à mettre ça à côté. Laissez-nous aussi, on va gouverner et après ça, on va appliquer démocratie. C'est ce que M. Alpha Blondy a dit. Il était ambassadeur de la paix de l'ONU. C'est ce qu'il a dit pendant la crise post-électorale. Donc, aujourd'hui, ils ont eu le pouvoir. Ils ne veulent plus laisser le pouvoir. Et aujourd'hui, ils sont allés plus loin en se faisant des moutons. Ils sont moutons. M. Dramane Ouattara connaît le droit plus que le docteur en droit, professeur à l'université de droit, M. Bakongo. Vous voyez? Donc, tout ça, c'est pour vous dire qu'en Afrique, la politique, nous sommes loin de la politique. C'est de la sorcellerie en fait en Afrique. Et c'est pour cela que M. Sékou Touré, au début de l'indépendance de son pays, a été clair. Il dit les partis politiques en Afrique, ce n'est pas de la politique qu'ils font. C'est des partis tribaux qui sont regroupés autour d'une ethnie, du leader. C'est tout. Voici pourquoi ils ne voulaient pas le multipartisme, parce qu'ils disent que l'Afrique, on était trop jeune pour le multipartisme. Donc, c'est pour vous dire que
le culte de la personnalité, d'abord, c'est défendu dans toutes les religions, le culte de la personnalité. Que ce soit le Coran, que ce soit la Bible, que ce soit la Bhagavad Gita, que ce soit les Védas, c'est interdit le culte de la personnalité. Mais nos frères du Nord, parce qu'ils ont eu un sauveur, on est en train de les tuer, on est en train de les persécuter. Vous avez écouté, quand on va venir sur le truc de Korogo, vous avez entendu ce que le président, l'un des intervenants a dit, qu'il suffisait qu'on attende seulement, non, c'est le maire de Korogo, il suffisait qu'on attende ton nom, ton patrimoine, tu étais persécuté en Côte d'Ivoire, c'est ce qu'ils disent. Donc ils ont eu un sauveur, leur messie, leur berger, et il y a quelqu'un qui allait dire même que après Dieu, c'est Draman Ouattara. Après Dieu, c'est Draman Ouattara. Non pas un analphabète, ni un ado, non pas comme un paysan, mais un grand qui a fait l'université, qui dit qu'après Dieu, c'est, comment ça s'appelle, Draman Ouattara. Tout ça, c'est nocif. C'est nocif pour la politique, c'est nocif pour la démocratie et c'est nocif de vivre ensemble. Merci. Voilà, merci M. Dunga. Effectivement, nous revenons au meeting de Korogo. Il y a eu beaucoup de choses qui s'y sont passées. Vous en avez cité tout à l'heure. La première chose que je voudrais d'abord mentionner, c'est l'intérêt. Quel était l'intérêt de la CAN dans ce stade où les gens sont allés? Je n'ai pas vraiment compris. Je ne sais pas si vous avez compris. Peut-être que vous pourrez nous expliquer. Pourquoi devrions-on avoir la CAN au stade, au Fouet Amadou Gon Coulibaly, ce jour-là? On est allé parler de politique. Pourquoi la CAN, selon vous? Tu sais, Sarah, vous voyez, les hommes intelligents ont leur façon d'agir. Et les plaisantins, les gens qui n'ont qu'une culture ont leur façon d'agir. Ils mélangent tout, ils font tout où il ne faut pas. Bref, pour eux, Ouattara a donné la coupe à la Côte d'Ivoire, donc il faut un autre mandat. D'abord, un pont lui a donné un mandat, dont la CAN, une coupe peut lui donner un autre mandat. Demain, ce sera autre chose qui va lui donner un autre mandat. Vous voyez dans quoi nous sommes? Vous avez vu dans quoi nous sommes? Du vrai vagabondage, comme je l'appelle. Dans le pays qu'ils ont créé là, les lois ne marchent pas. Il n'y a pas de constitution. On vit comme des animaux. C'est là, c'est dans ça nous sommes. C'est tout. C'est pas autre chose. Oui, mais est-ce que je me pose des questions. C'est vrai, vous dites que on vit comme s'ils sont dans la jungle, comme des animaux. Mais pourtant, nous avons des institutions en Côte d'Ivoire. Nous avons la Cour suprême, nous avons la Cour des comptes, nous avons des institutions juridiques, économiques qui ont pour devoir de veiller à ces choses-là. Mais on est complètement étonné de voir que c'est le silence total chez tout le monde. Non, les institutions, bon, elles sont là, mais quand le pays est un pays de vagabondage où aucune loi ne marche, les institutions là, c'est pour orner la patrie. On dit, bon, il faut avoir l'Assemblée nationale, il faut avoir tout cela. Ça est là comme ça, sinon, le pays fonctionne sur du vide. Voilà. On ne respecte aucune loi, donc toutes ces institutions, c'est pour dire à l'international que oui, on a ça, on a ça, on a ça, on a ça. Ils ont créé le Sénat, parce que Ouattara a fait les États-Unis, il y a un Sénat. Vous comprenez un peu dans quoi nous sommes? Voilà. Oui, bon, enfin, si je comprends encore, ce serait mieux. Je ne pense pas que je comprenne vraiment dans quoi nous sommes, mais en tout cas, nous sommes en Côte d'Ivoire. Voilà. Alors, M. Kwasi Dunga, le fameux meeting, la CAN qui a fait plaisir à tous les Ivoiriens. On a l'impression maintenant que la CAN, c'est un petit fétiche qu'on brandit un peu à gauche, à droite.
Quelle était l'opportunité de trimballer la CAN là-bas? Je n'ai pas compris. Ok, ma soeur, si vous suivez bien l'actualité de la Côte d'Ivoire depuis le 18 février qu'on a pris la coupe là, hein? Comment s'appelle le président de la FIF? Idrissa ou bien Drissa là. Idriss Diallo, il a fait le tour de tous les ministères à Abidjan. Tous les ministères avaient la coupe pour présenter. Il a fait le tour de tous les groupes à Abidjan pour présenter la coupe. Comme si c'était une première fois qu'on prend la coupe. Ça fait la 3e fois. Alors, aujourd'hui, on vient à Korogo pour présenter la coupe. C'est pas fini, hein? C'est-à-dire, dans tout leur, tournée, ils vont présenter la coupe partout. Voici ce qui se passe. Malgré nos divergences, malgré notre vivre ensemble qui est en mal, qui est mis en mal par les propres gens du RDR qui ont mené ce slogan qu'ils ont fait sortir des loges maçonniques. Parce que le vivre ensemble, c'est un slogan, c'est une notion de la maçonnerie, des francs-maçons. C'est de là-bas, c'est une loi maçonnique, vivre ensemble. Donc, n'ayant pas été capable de mettre les Ivoiriens ensemble, parce qu'il faut le dire honnêtement, on pense que les Ivoiriens vivent ensemble. Non, on vit ensemble, mais on est séparés. On est sur le même territoire, mais on est séparés. Chacun a son chemin où il marche. Chacun sait où il va. Chacun se méfie de chacun en Côte d'Ivoire. Ça, c'est pas un peuple qui est uni. Chacun se méfie de l'autre. Donc, avec l'arrivée de la CAN, avec les compétitions de la CAN, les Ivoiriens se sont unis comme un seul homme pour défendre, pour supporter un emblème national qui est l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, qui est composée de toutes les ethnies de plusieurs ressortissants ivoiriens, qui sont des Ivoiriens de diverses régions et d'ethnies. Donc, les Ivoiriens sont sortis massivement. Au-delà de nos divergences politiques, religieuses, de nos incriminations vis-à-vis des autres, les Ivoiriens se sont mis ensemble en bloc derrière leur équipe nationale. Et c'est cette unité-là que le RDR est en train d'exploiter aujourd'hui. Pour se promener partout que les Ivoiriens sont unis. Mais nous sommes unis, non pas derrière Dramane Ouattara. Nous sommes unis de manière patriotique pour défendre les couleurs ivoiriennes. C'est ça qu'on appelle le patriotisme. On n'a pas fait ça pour Dramane Ouattara, parce que ce n'est pas Dramane Ouattara qui était sur l'air du jeu pour jouer. Ce n'est pas Dramane Ouattara qu'on est allé supporter. Ce sont les Ivoiriens, c'est l'équipe nationale de Côte d'Ivoire qu'on est allé supporter. Donc, ils veulent capitaliser, cet élan patriotique des Ivoiriens comme un acquis du RDR. Ils veulent capitaliser, cette attitude nationaliste, cette attitude d'unité des Ivoiriens, comme si c'était Dramane qui a créé cette unité. Mais en 1984, tous les Ivoiriens étaient derrière Houphouët-Boigny, tous les Ivoiriens étaient derrière leur équipe. Quand bien même on a perdu la coupe en 1984 à Abidjan, mais les Ivoiriens, on a dansé ensemble le Makossa avec Moni Bilé, avec les Sanfa Thomas d'Abidjan. Tous les Ivoiriens sont devenus des danseurs de Makossa. Donc, M. Dramane Ouattara et son RDA et son groupe de moutins
veut capitaliser la victoire des Ivoiriens comme symbole d'unité des Ivoiriens. Et que si c'est eux, si on a gagné cette coupe, ça ne peut être que grâce à Dramane Ouattara. C'est tout. C'est pour capitaliser la victoire des Ivoiriens par le RDR. Merci. Merci. Alors, il y a autre chose aussi qui était encore plus, je pense, plus important même que la coupe. La coupe, on peut la promener partout. Hein? Je pense que chacun de nous devra aller demander à Idriss Diallo de nous donner la coupe pour une journée, pour qu'on puisse passer la journée avec la coupe, puisque Dame Coupe est on va devenue... lui demander d'envoyer à New York ici. Nous aussi, on veut voir la coupe. Dame Coupe est devenue une petite prostituée qui satisfait tous ses amants. Voilà. Donc, une façon de parler. Il faut qu'il nous amène, il nous envoie aussi la coupe ici. On va la toucher, on va passer la journée avec elle. Bref, c'est juste une digression. Revenons non, ça peut maintenant. arriver, hein. Ça peut arriver. Alors, monsieur Adjei, revenons maintenant, pardon, monsieur Dungan, je crois que monsieur Adjei avait déjà répondu. Revenons au discours, au fameux discours de monsieur Téné Birahima à la Côte d'Ivoire. Oui, c'est la deuxième partie. La première partie, c'est la capitalisation de l'unité ivoirienne, de la cohésion ivoirienne, de la cohésion ivoirienne par la coupe. Vous-même, vous savez, le général Lengsley, Michael Lengsley, je ne sais pas comment prononcer son nom, Lengsley, le général nègre qui est parti en Côte d'Ivoire pour chercher à négocier une base militaire américaine en Côte d'Ivoire comme point de chute de tous les autres qu'on chasse en Côte d'Ivoire, en Afrique, a fait l'éloge de cette coupe. Vous pouvez aller revoir ça. Soit, allons-y maintenant au discours infectieux des membres du, comment ça s'appelle, de cette campagne présidentielle pour M. Dramane Ouattara 2025. On a écouté son petit frère, on a écouté le maire, et il y a une chose que vous devez savoir. Partout où ces gens sont, ils vont faire croire et ils font croire à leur population du Nord que si c'est pas eux, nous autres là, nous sommes tellement mauvais que nous allons les massacrer. Alors que nous avons des femmes du Nord. Nous avons des femmes du Nord. Vous, les nordistes qui nous écoutez cette radio-là, vous avez pris... des enfants. Non, on a des femmes. Si on a des femmes, on a des enfants. Oui, bien sûr. Vous, les nordistes qui m'écoutez de Côte d'Ivoire, qui m'écoutez là, combien parmi vous ont pris une femme du centre, de l'ouest, du sud, bien de l'est? Mais nous, les autres là, on a marié beaucoup les femmes du Nord. On a beaucoup de parents, on est beaucoup mistés avec vous. C'est vous qui ne le savez pas. Alors, quand M. Kafana, maire de Korogo, vient dire, et c'est leur message, c'est le message que Dramane Ouattara leur a donné. Partout où ils vont passer, ils vont faire penser à leurs frères du Nord que si eux n'étaient pas là, nous, on allait les massacrer. C'est-à-dire, moi, Kwasi Dougan, je vais me lever, massacrer ma femme et puis massacrer mes enfants au nom de la politique. Vous vous en rendez compte? M. Dramane Ouattara, au lancement du RHDP, en janvier, c'est janvier 2020, non? Oui. Au lancement du RHDP, qu'est-ce qu'il a dit? Que si je n'étais pas là, on vous aurait tous massacrés. Vous vous en rendez compte? À l'enterrement de Ahmed Bakayoko à Séguéla, l'imam de la mosquée de Séguéla, parce que Séguéla, la spiritualité, ça, c'est pour les Bakayoko. Il a dit, pendant la nuit de prière, il a été clair, il a dit que oui, tout le monde accuse Dramane Ouattara d'avoir tué Ahmed Bakayoko. Bon,
empoisonnés, paraphrasé comme ça. Mais tout ça là, ce n'est pas grave. Parce qu'au moins, M. Dramane Ouattara les défend, les protège contre nous, les loups qui allons, bon, c'est moi qui termine ça, les protège, donc ils n'ont qu'à laisser tomber ça, c'est pas grave. Parce que si Dramane Ouattara n'est pas là, même s'il a tué, même si c'est vrai ou c'est faux ce que vous dites, il faut laisser ça. S'il n'est pas là, nous là, on allait les tuer. Un imam qui dit ça. Donc, M. Kafana